Juste un café noir, s'il vous plaît. L'homme vêtu de vêtements usés était assis dans le coin le plus sombre du café de la base. La serveuse l'observa pendant plusieurs minutes, étudiant chaque détail de son visage. « Voici votre café, monsieur », dit-elle en glissant discrètement un mot sous sa tasse. Quand il lut les mots écrits sur le papier, son visage devint complètement immobile. Les autres clients continuaient de discuter, inconscients qu'ils venaient d'être témoins d'un événement historique. La serveuse avait reconnu le général Marcus Sterling, héros de guerre déguisé, et le mot qu'elle lui avait remis était sur le point de tout changer. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Le silence dans le manoir d'Arlington était pesant. Le général Marcus Sterling était assis dans son bureau, fixant la médaille Purple Heart posée sur son bureau. 3 ans s'étaient écoulés depuis les funérailles de Sarah, mais le vide le consumait toujours. À 45 ans, Marcus avait passé 25 ans au service de son pays. 2 missions en Afghanistan, d'innombrables opérations et une poitrine couverte de médailles qui n'avaient désormais plus aucun sens. Le gouvernement n'avait cessé de l'appeler pour lui proposer des postes, mais il les avait tous refusés. « À quoi bon ?» murmura-t-il dans la pièce vide. Son téléphone vibra, lui signalant une nouvelle invitation à un gala militaire. Marcus la supprima sans la lire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, près de la base de Fort Harrison, Keisha Washington préparait Maya pour l'école. « Maman, pourquoi on ne peut plus acheter les bonnes céréales ?» demanda Maya, âgée de 7 ans, en brandissant une boîte générique. Keisha esquissa un sourire. « On économise pour quelque chose de spécial, ma chérie. » La vérité était plus difficile à expliquer. 18 mois plus tôt, elle avait été transférée dans la réserve inactive, après avoir posé trop de questions sur du matériel manquant. Elle travaillait désormais comme serveuse au café de la base, peinant à payer ses factures avec le salaire minimum. « Tu me parleras encore du F-22 Raptor ?» demanda Maya, les yeux brillants. « Après l'école, ma chérie, dépêche-toi, tu vas être en retard. » Alors que Maya attrapait son sac à dos, Keisha regarda sa photo militaire accrochée au mur. Sergent Keisha Washington, spécialiste en logistique, 3e division d'infanterie. Elle était fière d'avoir servi sous les ordres du général Sterling en Afghanistan 8 ans auparavant. Aujourd'hui, elle servait le café aux soldats avec lesquels elle avait autrefois travaillé sur un pied d'égalité. « Je vais arranger ça !» se promit-elle, en regardant Maya courir vers le bus scolaire. Ce que Keisha ignorait, c'est que le destin était sur le point de la mettre face à face avec la seule personne qui pouvait l'aider à lutter contre la corruption qui détruisait tout ce qu'elle avait juré de protéger. Le général qui lui avait sauvé la vie allait avoir besoin qu'elle sauve la sienne. Marcus Sterling entra dans le café de la base de Fort Harrison, vêtu d'un jean et d'une vieille veste. Son ami, le général Patterson, lui avait fait part de problèmes inquiétants à la base, et Marcus avait décidé de voir par lui-même. Il commanda un café et s'installa à une table dans un coin. Personne ne le reconnut sans son uniforme. Keisha était en train d'essuyer les tables lorsqu'elle remarqua l'homme en civil. Il avait quelque chose de familier. Elle l'observa attentivement tout en servant d'autres clients. La façon dont il tenait sa tasse de café, sa posture droite, même assis. La petite cicatrice sur sa main gauche, vestige d'une ancienne blessure par éclat d'obus. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Était-ce vraiment lui? Il y a 8 ans, en Afghanistan, elle était spécialiste en logistique dans la 3e division d'infanterie. Lors d'une mission d'approvisionnement, son convoi avait été pris en embuscade. Les combattants ennemis les avaient immobilisés pendant des heures. Puis le général Sterling était arrivé avec des renforts. Il avait personnellement dirigé la mission de sauvetage, rampant sous les tirs ennemis pour atteindre son escouade blessée. 3 soldats avaient survécu grâce à son intervention ce jour-là. Elle n'avait jamais oublié son visage ni cette cicatrice distinctive. Keisha regarda autour d'elle dans le café. Marcus était seul maintenant, lisant quelque chose sur son téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'elle écrivait un mot rapide sur une serviette en papier.
Général Sterling, je vous ai reconnu de l'opération Desert Storm en Afghanistan. Ils vendent nos armes à l'ennemi. Des soldats honnêtes sont réduits au silence. J'ai désespérément besoin de votre aide. Mémorial des anciens combattants, 19 Hush. Elle s'approcha pour remplir son café et glissa la serviette sous sa tasse. Marcus lut le mot 2 fois. Son entraînement militaire prit immédiatement le dessus. Quelqu'un avait besoin d'aide et connaissait sa véritable identité. Il leva les yeux vers Keisha. Elle s'éloignait déjà, mais leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. À cet instant, il reconnut quelque chose. Le regard d'un soldat demandant des renforts. Marcus plia soigneusement le mot et le glissa dans sa poche. Pour la première fois depuis 3 ans, il sentit un but revenir dans sa vie. À 19 heures précises, il serait à ce mémorial. Marcus arriva au mémorial des anciens combattants à 19 heures pile. Keisha était déjà là, assise sur un banc près du mur où étaient gravés les noms. « Général Sterling !» dit-elle en se levant et en saluant. « Repos, soldat, et appelez-moi Marcus, je suis à la retraite. » Ils s'assirent ensemble. Le mémorial était calme et isolé, un endroit sûr pour parler. « Vous m'avez dit que quelqu'un vendait des armes. Dites-moi tout, » dit Marcus. Keisha prit une profonde inspiration. « Le colonel David Brennan vole du matériel militaire. Des missiles javelins, des systèmes de communication, des appareils de vision nocturne. Il fabrique de faux documents et menace tous ceux qui posent des questions. Comment le savez-vous ? J'étais spécialiste en logistique. Je sais comment fonctionne l'inventaire. Les chiffres ne concordent pas. Du matériel disparaît, mais les documents indiquent qu'il a été transféré. Quand j'ai commencé à poser des questions, ils m'ont transféré dans la réserve inactive, il y a 18 mois. Marcus écouta attentivement. Tout ce qu'elle disait avait du sens d'un point de vue militaire. C'est pour ça que tu travailles dans un café maintenant ? Oui, monsieur. Ils ont détruit ma carrière parce que je ne voulais pas me taire. La voix de Keisha se fit émue. J'ai une fille de 7 ans, Maya. Nous survivons à peine avec mon salaire de serveuse. Mais je ne peux pas les laisser vendre des armes qui pourraient tuer des soldats américains. Marcus sentit quelque chose remuer en lui, le même instinct protecteur qui l'avait animé pendant 25 ans de service. Pourquoi venir me voir ? Je ne suis plus dans l'armée depuis 3 ans. Parce qu'en Afghanistan, vous avez sauvé mon escouade alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Vous avez risqué votre vie pour des soldats que vous connaissiez à peine. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance et qui a le pouvoir d'arrêter ça. Marcus resta silencieux pendant un moment. Depuis la mort de Sarah, il se sentait vide et inutile. Et maintenant, un soldat courageux lui demandait son aide. Ce qui m'est arrivé, la perte de ma femme. J'ai cessé de me soucier de quoi que ce soit. Mais ce que vous décrivez, c'est de la trahison. Je sais que c'est dangereux, monsieur. Brennan a des relations partout. Mais ses armes pourraient finir par tuer des innocents. Marcus regarda les noms inscrits sur le mur commémoratif, ceux des soldats morts en protégeant leur pays. « Je vais vous aider, » dit-il. « Mais nous devons être très prudents. Les hommes comme Brennan ne se battent pas à la loyale. » Pour la première fois depuis des mois, Keisha ressentit de l'espoir. Au cours de la semaine suivante, Marcus et Keisha se rencontrèrent dans différents lieux publics. Bibliothèques, parcs et cafés civils. Marcus voulait s'assurer qu'il pouvait lui faire entièrement confiance. « Parle-moi de notre mission à Kandahar », dit Marcus lors d'une de leurs rencontres. « L'opération Desert Fox. Mon escouade transportait des provisions à la base avancée Charlie. Nous nous appelions les Desert Foxes parce que nous étions doués pour rester cachés. » Marcus acquiesça. Seul quelqu'un qui avait été là pouvait connaître ce surnom. Que s'est-il passé lorsque l'engin explosif improvisé a touché notre véhicule de tête? Le soldat Johnson a été blessé à la jambe par des éclats. Le caporal Martinez a eu une commotion cérébrale. Le soldat Williams était coincé sous le camion. J'ai sorti Williams pendant que tu assurais la couverture. Chaque détail était exact. Marcus était convaincu. « J'aimerais rencontrer votre fille, » dit-il. Keisha fut surprise, mais accepta. Elle lui faisait désormais confiance.
Ce samedi-là, Marcus se rendit dans leur petit appartement. Maya ouvrit la porte coiffée d'un casque de pilote miniature. « Êtes-vous vraiment général ?» demanda-t-elle. « Je l'étais. Maintenant, je suis juste Marcus. » Maya lui montra sa collection de maquettes d'avions. « C'est un F-22 Raptor. C'est l'avion de chasse le plus rapide au monde. Je vais être pilote comme le capitaine Thunderbolt Thompson. » Marcus sourit, son premier vrai sourire depuis des mois. « C'est un beau rêve. Être pilote demande du courage et beaucoup de travail. Maman dit que vous avez été très courageux pendant la guerre. Ta mère a été courageuse aussi. Elle a sauvé 3 soldats lors d'une mission très dangereuse. » Maya regarda Keisha avec fierté. « Vraiment, maman ?»« C'était juste mon travail, ma chérie, » répondit Keisha doucement. Pendant que Maya jouait avec ses avions, Marcus et Keisha discutèrent de leurs plans. Ils comprenaient pourquoi Keisha était prête à tout risquer. Elle voulait rendre le monde plus sûr pour sa fille. « Maya aimerait voir un vrai F-22 à la base aérienne d'Andrews le week-end prochain ?» demanda Marcus. Maya sauta de joie. « Oui, oui, on peut vraiment. » En voyant la joie de Maya, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Sarah. Le bonheur de rendre quelqu'un d'autre heureux. En partant ce soir-là, Marcus comprit que cette mission ne se limitait pas à mettre fin à la corruption. Il s'agissait de protéger une famille et de retrouver un but dans sa vie. Keisha profitait de son travail au café de la base pour surveiller toute activité suspecte. Elle n'avait pas accès aux documents classifiés, mais elle pouvait observer et prendre des photos avec son téléphone. Tous les mardis et jeudis vers 2 heures du matin, des camions banalisés arrivaient au hangar où était entreposé le matériel. Keisha commença à rester tard pour nettoyer, ce qui lui donnait une raison de rester à proximité. Elle photographiait les plaques d'immatriculation, les visages de civils inconnus et les soldats qui chargeaient de lourdes caisses sans documentation appropriée. Ces activités avaient toujours lieu lorsque la sécurité était la moins stricte. « Regarde ça », montra-t-elle à Marcus lors de leur prochaine rencontre. Le même camion, mais avec des plaques différentes à chaque fois. Marcus examina les photos à la lumière de sa formation dans les services secrets. Ces hommes ne sont pas des militaires. Tu vois comment ils se tiennent? Ils n'ont pas la posture des militaires. Je les ai entendus parler une fois. Ils parlaient de acheteurs mexicains et de paiement à la livraison. Marcus reconnut certains visages qu'il avait vus dans des dossiers du FBI lors de missions antiterroristes. Ce sont des trafiquants d'armes connus, des criminels internationaux. Keisha avait également noté les horaires de livraison qu'elle avait entendus. Il prépare quelque chose d'important pour jeudi prochain. J'ai entendu Brennan parler de dernière livraison au téléphone. Nous avons besoin de plus de preuves avant de pouvoir en référer aux autorités, dit Marcus. Mais nous devons être prudents. Si Brennan se rend compte que nous le surveillons, je connais les risques. Mais ces armes pourraient tuer des soldats américains ou des innocents. Marcus était fier de son courage. En Afghanistan, tu as fait preuve du même courage. Tu n'as jamais reculé quand des vies étaient en jeu. Tu nous as appris que protéger les autres est plus important que se protéger soi-même. Ils passèrent des heures à examiner les preuves. Le schéma était clair. Brennan menait une opération systématique visant à voler et à vendre des armes militaires. « J'ai des contacts au FBI, dit Marcus. Mais nous avons besoin de preuves qu'il ne pourra ni nier ni expliquer. La prochaine livraison est dans 3 jours. Si nous pouvons obtenir des photos nettes des armes en cours de chargement, c'est dangereux, Keisha. S'ils t'attrapent, alors on les attrapera avant. » Marcus vit la détermination dans ses yeux, le même regard qu'elle avait eu en Afghanistan lorsqu'elle avait refusé d'abandonner des soldats blessés. « On va le faire ensemble, dit-il. Mais on va le faire intelligemment et prudemment. Maya a besoin de sa mère. Le jeudi suivant serait leur meilleure chance de rassembler les preuves dont ils avaient besoin. » Le colonel Brennan remarqua que quelqu'un l'observait. Il décida d'envoyer un message. Keisha trouva les pneus de sa voiture crevés 3 fois en 1 semaine. À chaque fois, les caméras de sécurité avaient mystérieusement cessé de fonctionner à ces moments-là. Son téléphone sonna à 3 heures du matin,
mais personne ne répondit. Lorsqu'elle décrocha, elle entendit quelqu'un respirer à l'autre bout du fil. Quand elle rentra du travail, son appartement avait été fouillé. Rien n'avait été volé, mais les tiroirs avaient été ouverts et des papiers étaient éparpillés partout. Quelqu'un voulait lui faire savoir qu'il était entré chez elle. Le pire s'est produit à l'école de Maya. 2 hommes ont accidentellement poussé Maya hors des jeux. Lorsque les enseignants se sont précipités, les hommes avaient disparu. Maya est rentrée à la maison avec les genoux écorchés et en pleurs. « Maman, pourquoi ces hommes étaient-ils si méchants? Ils ont dit des choses méchantes sur toi. » Le cœur de Keisha s'est brisé. « Qu'ont-ils dit, ma chérie? » « Ils ont dit que tu devais arrêter de poser des questions, sinon quelque chose de grave pourrait arriver. » Ce soir-là, Brennan a appelé Keisha dans son bureau. « Assieds-toi, Washington, » a-t-il dit froidement. « Il faut qu'on parle. » Brennan s'est calé dans son fauteuil. Certaines personnes ne savent pas quand elles doivent s'occuper de leurs affaires. Cela peut être dangereux. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Les soldats qui causent des problèmes perdent leurs avantages. Ils perdent la garde de leurs enfants. Ils font l'objet d'enquêtes qui détruisent leurs perspectives d'emploi futur. Il ouvrit un dossier contenant des photos de Maya sortant de l'école, jouant dans le parc et marchant vers l'arrêt de bus. Les accidents arrivent à ceux qui ne savent pas quand ils doivent se taire, dit Brennan. Les enfants sont si vulnérables de nos jours. Tout peut arriver. Keisha se sentit mal, mais garda une voix ferme. « Est-ce que vous menacez ma fille ? Je vous donne un conseil. Demandez votre mutation dans une autre base. Trouvez un nouvel emploi. Oubliez tout ce que vous pensez avoir vu ici. Et si je refuse ?» Brennan sourit froidement. « Alors vous apprendrez ce qui arrive aux soldats qui mordent la main qui les nourrit. » Après avoir quitté son bureau, Keisha appela immédiatement Marcus. « Il a menacé Maya directement, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il a des photos de sa routine quotidienne. » Marcus ressentit une rage qu'il n'avait pas éprouvée depuis la mort de Sarah. « Fais tes valises, Maya et toi passerez la nuit dans un endroit sûr. » « Je ne fuirai pas. C'est exactement ce qu'il veut. Alors mettons fin à tout ça. Maintenant. » Malgré les menaces, Keisha refusa de céder. L'armée lui avait appris à ne jamais abandonner un camarade en danger. « Si je fuis maintenant, Brennan aura gagné, » dit-elle à Marcus. « Il continuera à vendre des armes et à menacer d'autres soldats. » Sa situation financière s'est aggravée lorsque Brennan l'a fait suspendre temporairement pour avoir prétendument enfreint les protocoles de sécurité. Les accusations étaient de fausses, mais elles lui ont coupé ses revenus. Maya a remarqué les changements à la maison. « Maman, pourquoi on ne peut plus acheter mes snacks préférés? On fait des économies, ma chérie. On est pauvre maintenant. » Le cœur de Keisha se brisa. Elle avait toujours subvenu aux besoins de Maya, même dans les moments difficiles. Marcus proposa de l'aider financièrement. Considère cela comme un prêt entre soldats. La fierté de Keisha la poussa à refuser. « Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un soldat qui aide un autre soldat à accomplir sa mission. Tu me rembourseras quand tout sera terminé. » Ils rédigèrent un contrat de prêt officiel qui préservait la dignité de Keisha tout en garantissant à Maya un toit et de quoi manger. Cette nuit-là, ils se firent une promesse solennelle. « Nous avons prêté serment de protéger les innocents et de défendre notre pays, » dit Marcus. « Ce serment ne prend pas fin lorsque nous retirons notre uniforme, même si cela signifie risquer notre vie. Surtout dans ce cas, c'est ce qui distingue les vrais soldats des lâches comme Brennan. » Keisha regarda Maya qui dormait paisiblement dans son lit. « Je veux qu'elle grandisse dans un monde où les gens bien combattent le mal. » Elle le fera, parce qu'elle a une mère qui lui montre ce qu'est le courage. Ils se serrèrent la main comme des soldats concluant un pacte de guerre. « Je promets de te protéger, toi et Maya, au péril de ma vie si nécessaire, » dit Marcus. « Et je promets de continuer à me battre jusqu'à ce que tous les traîtres soient démasqués, » répondit Keisha. Ce moment les changea tous les deux. Ils choisirent de faire passer leurs principes avant leur sécurité personnelle. « Brennan pense qu'il peut nous briser avec la peur, »
dit Marcus. Il va bientôt découvrir que certains soldats sont indestructibles. Quelle est la prochaine étape? Nous rassemblons des preuves irréfutables et nous nous assurons que les bonnes personnes les voient. Quand commençons-nous? Demain. Mais d'abord, nous devons nous assurer que Maya est en sécurité. Ils ne faisaient plus seulement enquête sur la corruption, ils étaient en guerre. Lorsque Keisha refusa l'ordre de Brennan de être muté dans une autre base, il prit des mesures officielles à son encontre. « Vous êtes officiellement suspendu pour vol de fournitures dans la cafétéria », annonça-t-il lors d'une réunion avec la sécurité de la base. Les accusations étaient complètement fausses, mais elles faisaient passer Keisha pour une criminelle aux yeux des autres soldats. Sa situation financière devint désespérée. Sans aucun revenu, elle risquait d'être expulsée de son appartement. La compagnie d'électricité lui envoya un dernier avis. Le compte de Maya pour les repas scolaires était vide. Marcus couvrait discrètement ses dépenses essentielles grâce aux prêts qu'il s'était accordés, mais Keisha détestait dépendre de la charité. La pression la détruisait mentalement. Elle ne pouvait pas dormir, car le moindre bruit lui faisait croire que quelqu'un était en train de s'introduire chez elle. Pendant la journée, elle regardait constamment par-dessus son épaule. Maya a commencé à poser des questions difficiles. « Maman, pourquoi des hommes étranges nous suivent jusqu'au magasin ?»« Ils ne te suivent pas, ma chérie, c'est juste une coïncidence. » Mais ce n'était pas une coïncidence. Les hommes de Brennan étaient de partout où elles allaient. À l'épicerie, à la bibliothèque, devant l'école de Maya. Ils ne faisaient rien d'illégal. Ils s'assuraient simplement que Keisha savait qu'elle était surveillée. Le stress provoquait chez Keisha des symptômes qu'elle reconnaissait de son entraînement militaire, cauchemars, crises de panique et peur constante. Elle développait un syndrome de stress post-traumatique. Marcus remarqua immédiatement les signes. Il avait vécu la même chose après la perte de Sarah. « Tu dois parler à quelqu'un de ce que tu ressens », lui dit-il lors d'une de leurs réunions. « Je n'ai pas les moyens de suivre une thérapie, et je ne peux pas me permettre de montrer ma faiblesse maintenant. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie intelligente. » Marcus l'aida à faire des exercices de respiration et lui enseigna des techniques d'adaptation qu'il avait apprises lors de sa propre thérapie. Le coup de grâce survint lorsque Keisha tenta d'accéder à son compte bancaire. Un message apparut à l'écran. « Compte gelé dans l'attente d'une enquête pour fraude ». Brennan avait réussi à convaincre la banque que son compte était lié à des activités illégales. « Il essaie de me détruire complètement », a-t-elle déclaré à Marcus. « Pas d'argent, pas de travail, aucun moyen de subvenir aux besoins de Maya. Il essaie de te forcer à abandonner. Et si je ne peux plus la protéger? Et s'il me l'enlève ?» Marcus vit la peur dans ses yeux, non pas la peur pour elle-même, mais la terreur de perdre sa fille. « Cela n'arrivera pas. Nous l'arrêterons avant que cela n'aille aussi loin. » Comment? Il contrôle tout, pas tout. Il ne contrôle pas la vérité. Et il ne nous contrôle pas. Brennan préparait sa contre-attaque depuis des mois. Il savait que Marcus aidait Keisha. Alors il a décidé de les détruire tous les deux. En collaboration avec le sergent Phillips des archives militaires, Brennan a eu accès au dossier classifié de Marcus. À l'aide de ces informations, il a créé de fausses preuves montrant que Marcus avait vendu des secrets militaires pendant ses missions au Moyen-Orient. Les preuves falsifiées étaient sophistiquées. Brennan a créé de faux virements bancaires montrant des paiements provenant de contacts ennemis. Il a modifié des rapports de mission pour faire croire que Marcus avait accès à des informations qui se sont ensuite retrouvées entre les mains de l'ennemi. Il a même ouvert un faux compte bancaire offshore, en utilisant des documents d'identité volés au nom de Marcus. Le plus astucieux était d'expliquer comment une simple serveuse comme Keisha pouvait être au courant d'un trafic d'armes. Brennan a raconté qu'elle était la complice de Marcus dans la vente de secrets. Brennan a présenté ses fausses preuves à la division des enquêtes criminelles. Le général Sterling vend des renseignements à des forces hostiles depuis des années, a-t-il déclaré aux enquêteurs du CID. Washington était son contact à l'intérieur, qui lui fournissait des informations sur les opérations de la base.
Les enquêteurs ont examiné les relevés bancaires, les emails modifiés et les déclarations des soldats que Brennan avait soudoyés. Cela explique tout, a déclaré un enquêteur. Sterling avait besoin de quelqu'un à l'intérieur de la base pour identifier les renseignements précieux. Brennan avait même créé de fausses photos montrant Keisha en train de recevoir de l'argent de la part d'intermédiaires. « Elle n'est pas seulement un témoin », expliqua Brennan. « C'est une complice. Ils travaillent ensemble depuis l'Afghanistan. » Le piège était parfait. Marcus et Keisha seraient tous deux arrêtés pour trahison. Leurs accusations contre Brennan ressembleraient à des tentatives désespérées de rejeter la responsabilité de leurs propres crimes sur quelqu'un d'autre. « Quand les arrêtons-nous » demanda l'enquêteur principal. « Donnez-moi encore 2 jours pour rassembler les dernières preuves, » répondit Brennan. « Je veux que cette affaire soit en béton. » Ce que Brennan ignorait, c'est que sa confiance allait causer sa perte. Il était tellement sûr de la victoire qu'il commençait à commettre des imprudences. Pendant ce temps, Marcus commençait à remarquer de petites incohérences dans certaines des accusations portées contre lui. Son expérience dans les services de renseignement militaire lui disait que quelque chose clochait. Les preuves contre lui étaient presque trop parfaites. Dans le vrai travail de renseignement, il y avait toujours des lacunes et des incertitudes. Cela semblait fabriqué de toutes pièces. Mais allait-il le découvrir avant que le piège de Brennan ne se referme complètement? Les agents du CID ont confronté Marcus chez lui avec des dossiers remplis de fausses preuves. « Général Sterling, nous devons discuter de votre relation avec Keisha Washington », a déclaré l'agent Rodriguez. Ils lui ont montré les photos manipulées de Keisha recevant apparemment de l'argent de trafiquants d'armes. Elles ont été prises au cours des 6 derniers mois. Elle travaille avec des trafiquants d'armes internationaux. Marcus examina attentivement les photos. Quelque chose clochait, mais il ne savait pas quoi. « Nous avons des relevés bancaires montrant des paiements versés à vous deux depuis des comptes offshore », ajouta le deuxième agent. Les preuves semblaient convaincantes. Marcus était confus et en colère. Keisha lui avait-elle menti tout ce temps? « Est-ce qu'elle se sert vraiment de moi ?» se demanda-t-il. Sa formation militaire en analyse du renseignement le poussa à examiner chaque détail. Certaines dates semblaient incohérentes, certains détails techniques dans les documents semblaient suspects. Mais le doute était semé. Lorsqu'il rencontra Keisha plus tard dans la journée, il ne put cacher ses soupçons. « Ils m'ont montré des photos de toi en train de prendre de l'argent à des trafiquants d'armes, » dit-il froidement. Keisha eut l'air choqué et blessé. « Tu crois ça ? Après tout ce qu'on a traversé, je ne sais plus quoi croire. Comment une serveuse pourrait-elle être au courant d'un trafic d'armes si elle n'était pas impliquée? Parce que j'ai servi sous tes ordres en Afghanistan, parce que j'ai suivi une formation de spécialiste en logistique, parce que j'ai des yeux et un cerveau. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai tout risqué pour te faire confiance. Je t'ai demandé ton aide parce que je pensais que tu étais un homme d'honneur. Les preuves semblent convaincantes, Keisha. Alors tu n'es pas le général dont je me souviens. Cet homme aurait su faire la différence entre la vérité et le mensonge. » Elle s'éloigna, laissant Marcus seul avec ses doutes. Keisha était dévastée, mais pas vaincue. Si Marcus ne la croyait pas, elle prouverait son innocence toute seule. Elle commença à prendre des risques encore plus grands, rassemblant des preuves par elle-même. Sans la protection et les ressources de Marcus, elle était plus vulnérable que jamais. Pendant ce temps, Marcus ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait dans les preuves du CID. Il commença sa propre enquête discrète sur le passé de Brennan. Grâce à ses contacts au Pentagone, il demanda le dossier militaire et les derniers relevés bancaires de Brennan. Ce qu'il découvrit le poussa à remettre en question tout ce qu'on lui avait dit. Mais était-il trop tard pour sauver son partenariat avec Keisha? Marcus passa des heures à examiner les preuves retenues contre lui à l'aide des techniques médico-légales apprises lors de sa formation en contre-espionnage. Il examina les empreintes digitales sur les photos. Les métadonnées indiquaient qu'elles avaient été modifiées à l'aide d'un logiciel sophistiqué. L'éclairage et les ombres ne correspondaient pas entre les différentes parties d'une même image. Les virements bancaires comportaient des signatures numériques qui ne correspondaient pas à ses appareils personnels.
Quelqu'un les avait créés à l'aide d'informations volées. Les témoins qui affirmaient l'avoir vu rencontrer des trafiquants d'armes avaient tous récemment connu des problèmes financiers qui avaient été mystérieusement résolus. Tout cela est faux, réalisa Marcus. Quelqu'un a passé des mois à créer de fausses preuves. Pendant que Marcus découvrait la vérité, Maya tomba gravement malade. Keisha emmena précipitamment sa fille à l'hôpital de la base lorsque Maya commença à vomir et ne parvint plus à rester éveillée. « Elle a été empoisonnée », dit le médecin à Keisha après avoir effectué des analyses sanguines. « Il s'agit d'une toxine non mortelle, mais c'est clairement un acte intentionnel. Empoisonnée? Comment? Quelque chose dans sa nourriture ou sa boisson. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se remettra complètement avec un traitement. » Maya passa 2 semaines à l'hôpital. Les tests révélèrent des traces d'une substance rare utilisée par les organisations criminelles pour envoyer des messages d'avertissement. Marcus vint lui rendre visite dès qu'il apprit la nouvelle. En voyant Maya affaiblie et reliée à des machines médicales, tout devint clair pour lui. Brennan ne ferait jamais de mal à l'enfant d'un partenaire, se dit-il. Cela prouve l'innocence de Keisha. Un criminel ne prendrait pas le risque de blesser l'enfant de son complice, mais un ennemi s'en prendrait à l'enfant pour envoyer un message à la mère. Marcus se sentait terriblement coupable d'avoir douté de Keisha. Son expérience aurait dû lui dire que les preuves étaient trop parfaites pour être vraies. Lorsque Keisha l'aperçut dans la salle d'attente de l'hôpital, sa colère était évidente. « Tu es venu voir si ta partenaire criminelle simule aussi la maladie de sa fille ?» dit-elle avec amertume. « Keisha, j'ai eu tort. Les preuves contre nous sont complètement fabriquées. J'aurais dû te faire confiance. Pourquoi devrais-je te croire maintenant ?» Marcus lui montra son analyse des fausses photos et des faux documents. « J'ai laissé la peur et la confusion obscurcir mon jugement. Ce n'est pas l'homme sous les ordres duquel tu as servi en Afghanistan. Maya aurait pu mourir parce que tu as douté de moi au lieu de m'aider. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à réparer cette erreur. » Keisha regarda Maya qui dormait paisiblement après avoir lutté pendant des jours contre le poison. « Si nous devons le faire, nous le ferons ensemble. Plus de doute, plus d'hésitation. D'accord, Brennan vient de commettre sa plus grande erreur. Il a fait du mal à une enfant innocente. Maintenant, c'est personnel. » Marcus et Keisha se retrouvèrent à l'hôpital pendant que Maya se remettait. Leur partenariat était plus fort que jamais après avoir survécu à la tentative de Brennan de les diviser. « Je suis désolé d'avoir douté de toi, » dit Marcus. « Cela ne se reproduira plus. Nous avons tous les deux appris quelque chose d'important. Brennan est plus intelligent et plus dangereux que nous le pensions. Ils élaborèrent une stratégie militaire précise pour dévoiler les crimes de Brennan. Marcus utiliserait ses contacts respectés au Pentagone, non pas pour diriger les opérations, mais pour informer les autorités compétentes de leur découverte. « Je serai consultant civil, » expliqua Marcus. « Je fournirai des analyses au FBI, au CID et au commandement des enquêtes navales. Mais ce sont eux qui se chargeront de toutes les opérations. » Keisha accepta de reprendre son travail d'informatrice sous couverture. Le FBI lui fournirait du matériel d'enregistrement pour documenter les activités criminelles. « C'est extrêmement dangereux », l'a mis Marcus en garde. « Si Brennan soupçonne que tu travailles avec les agents fédéraux, je connais les risques, mais nous ne pouvons pas le laisser continuer à vendre des armes qui pourraient tuer des soldats américains. » Ils établirent des protocoles de sécurité stricts. Toutes les communications passeraient par des canaux cryptés du FBI. Ils ne se rencontreraient qu'à des endroits différents. Maya resterait avec la mère de Keisha dans une base militaire sécurisée jusqu'à la fin de l'opération. « La sécurité de Maya est prioritaire, » insista Marcus. « Si quelque chose tourne mal, tu pars immédiatement. Et la mission ? La mission n'a aucun sens si nous te perdons, toi ou Maya. » Marcus contacta ses alliés les plus fidèles au Pentagone. Le général Patterson, l'amiral Chen et le colonel Morrison.
Ces personnes avaient servi à ses côtés pendant des décennies et connaissaient bien son caractère. « Je dois vous parler de quelque chose de très grave », leur dit-il lors d'une conférence téléphonique sécurisée. Il leur présenta son analyse du trafic d'armes de Brennan et des preuves fabriquées de toutes pièces pour le piéger, lui et Keisha. « Il s'agit d'une trahison à grande échelle », déclara le général Patterson après avoir examiné les documents. « Et vous êtes certain que Washington est digne de confiance ?» demanda l'amiral Chen. « Je lui confierai ma vie. En fait, je lui confie ma vie. » En moins de 48 heures, une force opérationnelle fédérale conjointe fut mise sur pied. Des agents du FBI spécialisés dans les crimes militaires, des enquêteurs du CID et des spécialistes du contre-espionnage commencèrent à planifier l'opération. « Nous n'avons qu'une seule chance », a déclaré l'agent du FBI en charge de l'opération à Marcus et Keisha. « Si Brennan s'échappe ou détruit les preuves, il disparaîtra et nous ne le rattraperons jamais. » « Alors nous ferons en sorte de ne pas échouer », a répondu Keisha. La phase finale de leur guerre contre Brennan était sur le point de commencer. La nuit de la livraison finale des armes était arrivée. Brennan vendait des missiles Javelin volés à des acheteurs du cartel mexicain pour 2 millions de dollars. Marcus coordonnait les opérations avec une équipe spéciale fédérale composée de 12 agents spécialisés dans les crimes militaires. Ils se positionnèrent autour du périmètre de la base à 1 heure du matin. « Eagle One en position », rapporta l'agent Rodriguez par radio cryptée. « Eagle 2 prêt », confirma l'agent Thompson depuis l'entrée sud. Keisha était à l'intérieur de la base, équipé d'un appareil d'enregistrement caché et maintenait le contact radio avec la force spéciale. « Raven à l'appareil. 2 camions approchent du hangar 7, murmura-t-elle dans son micro. « Bien reçu, Raven. Continuez l'observation. » Marcus observait depuis un poste de commandement sécurisé avec le chef des opérations. « N'oubliez pas, Keisha reste en mode observation uniquement. Si la situation devient dangereuse, nous la retirons immédiatement. » À 2h15, Brennan arriva avec 4 soldats et commença à charger des missiles dans des camions banalisés. Les acheteurs du cartel étaient armés d'armes automatiques. « Je compte 8 ennemis au total », rapporta Keisha. Brennan supervise directement le transfert. « À toutes les unités, nous avons la confirmation visuelle d'un trafic d'armes », annonça le chef du FBI. « Préparez-vous à intervenir à mon signal. » Les agents fédéraux se déplacèrent avec une précision militaire. En moins de 60 secondes, ils encerclèrent les 2 camions et bloquèrent toutes les issues. « Agents fédéraux, lâchez vos armes et mettez-vous à terre !» Brennan réalisa qu'il était complètement encerclé. Ses complices tentèrent de s'enfuir, mais ils furent immédiatement capturés par les agents postés à chaque sortie. « Colonel David Brennan, vous êtes en état d'arrestation pour trahison, trafic d'armes et complot contre les États-Unis », annonça l'agent Rodriguez. Brennan regarda désespérément autour de lui, cherchant une issue qui n'existait pas. « Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant que les agents arrêtaient les criminels, Marcus et Keisha observaient depuis leur position sécurisée. « On a réussi », dit Keisha à voix basse. « C'est fini. » L'opération est terminée, mais la justice ne fait que commencer. Les agents fédéraux ont saisi 12 missiles Javelin, du matériel de communication sophistiqué, des appareils de vision nocturne et 2 millions de dollars en espèces. Des informaticiens se sont immédiatement mis à copier les fichiers numériques de Brennan avant qu'ils ne puissent les détruire. Tout le réseau criminel fut démantelé simultanément. Les agents du FBI dans 6 États différents arrêtèrent 23 personnes liées à l'opération de Brennan. « C'est la plus grande affaire de trafic d'armes militaires depuis 20 ans, déclara le chef du FBI à Marcus et Keisha. Brennan fut embarqué dans un véhicule de transport fédéral, sa carrière militaire et son empire criminel détruits en une nuit. À l'aube, à Fort Harrison, Marcus et Keisha se sentirent enfin en sécurité pour la première fois depuis des mois. Brennan a été jugé devant des tribunaux militaires et civils. Devant le tribunal militaire, il a été reconnu coupable de trahison, de violation de son serment d'officier et de crimes contre la sécurité nationale. Le tribunal civil l'a déclaré coupable de trafic international d'armes.
de blanchiment d'argent et de complot criminel. Il a été condamné à 25 ans de prison militaire et à 15 ans de prison fédérale, les peines devant être purgées l'une après l'autre. Le sergent Phillips, qui avait aidé à falsifier des documents, a été condamné à 15 ans de prison militaire. Les autres conspirateurs ont été condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans. Les enquêteurs fédéraux ont retrouvé 12 millions de dollars provenant des fonds volés grâce aux sociétés écrans de Brennan. Tout l'argent a été récupéré et restitué au ministère de la Défense. Marcus a été complètement innocenté de toutes les fausses accusations. Le président lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté pour service exceptionnel rendu à la sécurité nationale. Le dévouement du général Sterling à la justice, même à la retraite, représente les idéaux les plus élevés du service militaire américain, a déclaré le président lors de la cérémonie. Keisha a été officiellement réintégrée dans l'armée avec une promotion au grade de sergent-chef. Elle a reçu le salaire qui lui était dû pour les 18 mois pendant lesquels elle avait été illégalement mise en réserve. L'armée lui a proposé un poste de spécialiste au sein de la nouvelle unité d'intégrité militaire, une division créée spécialement pour enquêter sur les crimes militaires internes et les prévenir. Maya s'est complètement remise de son empoisonnement après 3 mois de soins médicaux. Une fondation pour anciens combattants lui a accordé une bourse d'études complète pour poursuivre ses études en ingénierie aérospatiale. « Je veux concevoir des avions de chasse qui protègent les bons soldats comme maman et Marcus », a déclaré Maya aux journalistes. Fort Harrison a mis en place de nouveaux protocoles de transparence qui sont devenus le modèle national pour prévenir la corruption dans l'armée. Le café de la base a été rebaptisé The Integrity Café, le café de l'intégrité, et une plaque commémorative rendant hommage aux soldats courageux qui ont choisi la justice plutôt que le silence y a été apposée. Marcus et Keisha ont été invités à prendre la parole dans des académies militaires à travers le pays pour enseigner aux jeunes officiers le leadership éthique et le courage moral. Parfois, faire ce qui est juste coûte tout, a déclaré Marcus aux cadets de West Point. Mais ne pas faire ce qui est juste coûte votre âme. Ce n'est pas l'uniforme qui vous rend honorable, a ajouté Keisha. Ce sont vos choix qui vous rendent honorable. Leur histoire est devenue une lecture obligatoire dans les cours d'éthique militaire, inspirant une nouvelle génération d'officiers à privilégier l'intégrité plutôt que l'avancement personnel. 6 mois après la condamnation de Brennan, la relation entre Marcus et Keisha avait dépassé le cadre de leur mission commune. Ils avaient trouvé l'amour dans leur respect mutuel et leurs valeurs communes. « Prête pour le prochain chapitre ?» a demandé Marcus à Keisha un soir, alors qu'il regardait Maya jouer avec ses avions miniatures. « Avec toi et Maya, je suis prête à tout. » 18 mois après l'arrestation de Brennan, Marcus et Keisha se sont mariés dans la chapelle historique de Fort Harrison. Maya était demoiselle d'honneur, vêtue d'un uniforme militaire spécial pour enfants. Marcus Sterling, voulez-vous prendre Keisha Washington pour épouse, pour l'honorer et la protéger comme vous avez honoré et protégé votre pays? Oui, répondit Marcus en regardant Keisha avec amour et respect. Keisha Washington, voulez-vous prendre Marcus Sterling pour époux, pour rester à ses côtés avec courage, comme vous l'avez fait au combat? Oui, répondit Keisha d'une voix forte et fière. Maya rayonnait en leur tendant les alliances. « Maintenant, nous sommes une vraie famille », annonça-t-elle, faisant rire tout le monde. Marcus accepta un nouveau poste de consultant senior en intégrité militaire au Pentagone. Il voyagea à travers tout le pays pour mettre en place des protocoles anticorruption dans les bases militaires. Keisha dirigea l'unité d'intégrité militaire, une division spécialisée dans les enquêtes et la prévention des crimes militaires internes. Son équipe se fit connaître pour ses enquêtes approfondies et son traitement équitable des accusateurs et des accusés. Ensemble, ils transformèrent Fort Harrison en un modèle de transparence et de responsabilité militaire. Des officiers du monde entier vinrent étudier leurs méthodes.
Le protocole Sterling Washington de la base a été mis en œuvre dans toutes les installations militaires américaines. Il a créé des canaux clairs pour signaler les fautes professionnelles et protéger les lanceurs d'alerte contre les représailles. L'intégrité ne consiste pas seulement à suivre les règles, expliquait Marcus aux officiers en visite. Il s'agit de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Et il s'agit de protéger ceux qui n'ont pas le pouvoir de se protéger eux-mêmes, ajoutait Keisha. Maya, désormais âgée de 9 ans, s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Elle excellait à l'école et continuait de rêver de devenir pilote militaire. Le week-end, Marcus l'emmenait à la base aérienne d'Andrews, où elle pouvait s'asseoir dans le cockpit d'un simulateur et découvrir les systèmes des avions. Un jour, je participerai à de vraies missions pour protéger des gens comme toi et maman, lui avait-elle confié lors d'une visite. Le monde a besoin de gens comme toi, Maya. Des gens qui croient en la justice et qui n'ont pas peur de se battre pour elle. En regardant Maya manipuler avec assurance les commandes du simulateur F-22, Marcus et Keisha savaient que leur sacrifice en valait la peine. Ils avaient arrêté un traître, protégé des vies innocentes et montré que des soldats ordinaires pouvaient faire une différence extraordinaire. Mais surtout, ils avaient fondé une famille fondée sur les valeurs qui font la force de l'Amérique, le courage, l'intégrité et l'amour. L'héritage qu'ils laissaient derrière eux inspirerait les futures générations de défenseurs bien après la fin de leur service. « Prête pour notre prochaine mission ?» demanda Marcus à Keisha, alors qu'il regardait Maya s'envoler dans le ciel simulé. « Avec toi et Maya, toujours. »